Bonsoir à tous. On se retrouve comme d'habitude dans votre magazine d'actu culture et société tous les mardis 19h-21h. Moi c'est toujours So Spencer, votre go, so sweet, so chill. Avec les filles on est là pour débriefer de l'actu. Alors comme tous les mardis, venez passer 2 heures agréables avec nous. Vous pouvez nous écouter et aussi nous regarder en direct sur move.fr. Nous écouter ou nous regarder. Comme d'hab je suis avec Flo et Leïla. Ça va? Salut, ça va et toi? Bah écoute, un peu fatiguée mais ça va. Alors. Ça va. Non ça va, on va parler de l'actu. Donc ça me fait plaisir et je vous retrouve. Alors, au menu de la pluie et le beau temps, aujourd'hui, c'est le rebondissement politique de ce début d'année 2024. Après la démission d'Elisabeth Borne, le président Emmanuel Macron a présenté son nouveau gouvernement extrêmement resserré. Il a fait disparaître certains ministères, comme celui du logement, ce qui est problématique, surtout en période de grand froid. Et Florence, toi, tu vas nous en dire plus dans quelques instants. Avec la nomination aussi de Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République. Leïla, toi, tu reviendras sur la place des jeunes en politique. C'est ça. Allez. Bonne nouvelle, on a survécu au Blue Monday hier, donc c'était le lundi 15 janvier 2024. Le Blue Monday, soit le 3e lundi du mois, serait d'après les rumeurs le jour le plus déprimant de l'année. Ok. C'est pour ça que t'es dans cet état-là. C'est pour ça que t'es un peu fatiguée, tu te remets d'hier. J'ai trop travaillé. Flo, tu nous expliqueras du coup les origines de ce mythe. Info, intox ou bien arnaque. Et Leïla, toi, tu vas nous expliquer les vraies raisons de la dépression saisonnière qui existe bel et bien et qui touche chaque année de nombreuses personnes. Exactement. On vous parlera de l'endométriose, une maladie gynécologique inflammatoire et chronique qui touche près de 2 millions de femmes adultes en France. Après l'annonce d'un test salivaire qui pourrait aider au diagnostic de la maladie, il s'avère en réalité que son usage reste complexe et coûteux. Pourquoi il n'existe toujours pas de traitement contre la maladie et comment l'endométriose est rentrée dans le débat public, ce sera notre 3e sujet du jour. À 83 ans, le célèbre réalisateur japonais Hayao Miyazaki a remporté son premier Golden Globes du meilleur film d'animation. Ça va être l'occasion pour nous de faire un retour sur sa carrière et sur son œuvre. Entre ode à la nature et mise en avant d'héroïnes qui cassent les codes, comment le co-créateur des studios Ghibli est devenu en 40 ans un des artistes japonais les plus respectés de tous les temps. Bref, tout ça et bien plus encore, c'est dans la suite de La pluie et le beau temps. C'est parti. Tous les mardis, jusqu'à 21h, Move. La pluie et le beau temps. Alors c'est le rebondissement politique de ce début d'année 2024 comme je viens de le dire. Après 20 mois, soit presque 1 an et 8 mois passés à la tête de Matignon, la première ministre Elisabeth Borne a quitté le gouvernement sur la demande d'Emmanuel Macron le 8 janvier dernier. Alors on va quand même revenir sur les raisons de ce départ puisque beaucoup l'avaient senti. Mais la chose vraiment qu'on retient déjà, c'est que son arrivée à Matignon en mai 2022 avait un goût historique puisque c'est la première fois depuis 1991 qu'une femme succédait à Édith Cresson, l'ancienne première ministre sous le président Mitterrand. Bon, on n'était pas nés, donc on s'en souvient pas. Alors, concernant Elisabeth Borne, sa première véritable épreuve, ça a été la réforme des retraites, puisqu'on se souvient vraiment... les 49.3, les 44.2, les 40... les 59.6, c'est tout. Non, vraiment, là, le pays, il était sans dessus-dessous à l'époque. Enfin, c'était l'année dernière déjà. Et elle avait quand même réussi à garder sa place après un faible remaniement ministériel en juillet 2023. Mais en vrai, elle reste quand même Madame 49.3. Exactement. Dans la tête des Français. Madame Puf. Oui, Madame Puf. On en a parlé au début de la saison d'ailleurs. Non, mais sérieux, Madame Puf. Non, mais qui va oublier ça, franchement? Après, il y a eu un 2e épisode aussi qui a un peu provoqué sa chute. C'est bien sûr le projet de loi immigration dont on a parlé la semaine dernière. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez nous réécouter en podcast sur l'application Radio France parce qu'on a vraiment parlé de ça longuement la semaine dernière. Du coup, cette loi immigration, elle a provoqué tellement de fractures que les prémices de ce remaniement se faisaient clairement ressentir. En vrai, on sentait là que c'était un peu bancal. On sentait la patate. On sentait la tête pas comme on dit. Et en tout cas, le président Emmanuel Macron, il a voulu une nouvelle impulsion. Donc lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a renouvelé son gouvernement et sans surprise, ça ne fait pas l'unanimité. Comme souvent dans les décisions politiques. C'était même le choc. C'était un peu le choc. C'était un peu le choc. Et du coup, pour commencer, le nouveau Premier ministre, vous le savez bien sûr, c'est Gabriel Attal. Et on écoute tout de suite un extrait du discours d'Elisabeth Borne lors de la passation, c'était la semaine dernière, le 9 janvier dernier à Matignon. Monsieur le Premier ministre, cher Gabriel, au moment où je te passe le relais, je suis confiante. Nous nous connaissons bien. Tous les deux, nous nous sommes engagés dès la première heure derrière le président de la République. Tu as la détermination et l'énergie pour mener une équipe et porter les projets nécessaires pour notre pays. Tu as aussi cette volonté de tenir, de respecter la parole donnée. En te sachant dans cette fonction,
j'ai confiance et je t'adresse tous mes vœux de succès. Tu peux compter sur moi pour t'y aider. Il en va de la réussite de notre pays et c'est finalement la seule chose qui compte. Alors, Elisabeth Borne, elle a quitté le gouvernement la tête haute. Moi, j'aurais eu trop de mal à cacher mon seum. En tout cas, elle a bien joué la comédie, franchement. Bon, voilà, on dirait qu'elle a accepté le choix. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'en faisant le choix de composer un gouvernement resserré et qui penche un peu plus à droite que par le passé, eh ben, Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont déclenché, bien sûr, les critiques à gauche comme à droite. Et franchement, là, je prendrai le temps de tout vous expliquer en deuxième partie, puisqu'on va en discuter avec toi, Flo, justement, du ministère des Logements. En attendant, je voudrais qu'on s'intéresse vraiment quelques minutes à Gabriel Attal, puisque à 34 ans, l'ex-ministre de l'Éducation devient officiellement le plus jeune Premier ministre de toute l'histoire de la Ve République. Il a 34 ans, donc en vrai, Mais tu sais que lui et Macron réunis sont plus jeunes que Joe Biden. Qui faisait ses petits calculs comme ça. Alors, mais c'est ouf, Ouais. incroyable. En tout cas, fun fact, déjà depuis le mardi 9 janvier, donc la date où il a été nommé, le hashtag Gabriel Attal a fait plus de 118 millions de vues sur TikTok. Et lui-même, déjà, il est suivi par 102 000 followers sur TikTok. Mais Donc c'est déjà, trop drôle. non, mais le mec, il est hype. ouais, il est jeune, du coup, il va sur T'as l'application capté. des jeunes. Déjà, il est suivi par 102 000 personnes sur TikTok. Donc déjà, c'est pour vous dire ô combien il interpelle la jeunesse et les Français. Et on se souvient aussi de lui à la rentrée de septembre 2023. D'ailleurs, on en avait parlé aussi, puisqu'il faisait le tour des télés, des plateaux télé pour défendre, entre autres, l'interdiction à l'abaya ou encore ses nouvelles mesures sur l'éducation scolaire. Donc, on le connaît, les jeunes le connaissent aussi. Et je termine aussi en vous disant que selon un sondage Ipsos de décembre 2023, Gabriel Attal, c'est devenu la personnalité politique préférée des Français. C'est fou, hein. Ouais, notamment pour sa capacité à communiquer et à intervenir plus régulièrement dans le débat public. Bon, alors, est-ce que c'est son jeune âge qui fait tout ça? Même Est-ce dès que qu'il- t'es un peu présent, j'ai Ouais. l'impression que t'as J'ai une position l'impression. très tranchée. Ils se disent, De ouf. ah, Ah, c'est Il quelqu'un. gère. Ouais. Tu vois, Lui, c'est mon Ouais. préféré. Ouais, il les porte. c'est fou, hein. Tu vois? Alors moi je me demande est-ce que c'est son âge, parce que aujourd'hui c'est vrai que les jeunes dans la politique ça se fait rare. Enfin c'est rare d'avoir des ministres aussi jeunes, des présidents aussi jeunes, etc. Pourquoi, Leïla, il y a aussi peu de jeunes en politique? Bah, déjà, on a un peu l'impression que la politique, c'est une histoire de vieux par les vieux. Et par exemple, environ 60% des maires ont plus de 60 ans, 2,3% ont moins de 40 ans. Alors que, en fait, l'âge moyen de la population en France, il est de 41 ans. Donc, on voit qu'il y a un décalage d'âge entre la population et les hommes politiques. Et en fait, c'est pas étonnant que les jeunes, ils se sentent pas représentés ou mal. Après, tu vois, j'ai l'impression que les gens, ils ont clairement du mal à faire confiance à des politiques qui sont jeunes, comme si genre ils avaient pas assez d'expérience dans la vie. Tu vois. Moi, perso, ça me fait mal au cœur d'entendre ça. J'ai l'impression que l'argument de l'expérience et de la sagesse, il est vraiment donné pour exclure une partie de la population, comme si avoir de l'expérience était obligatoire pour prendre des décisions qui auront un vrai impact. Et je trouve que ça donne un peu l'impression que c'est les vieux contre les jeunes, alors qu'en fait, c'est plus histoire d'intégrer tous les âges et tous les milieux sociaux au paysage politique, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est important que les jeunes soient présents et représentés dans la sphère politique. D'autant plus qu'en plus, on a l'impression que les politiques n'ont pas de solution concrète aux problèmes de la société actuelle. En fait, c'est sûr que les jeunes sont plus sensibles aux questions environnementales, de racisme, d'inégalité, de discrimination que clairement. les générations précédentes. Bien sûr. Et en fait, la jeunesse, elle porte vraiment le besoin de changement et la prise de conscience que le monde va mal. Ouais, c'est pas Et faux. en fait, cette difficulté à s'y retrouver, elle se traduit aussi par le fait que certains se tournent vers les extrêmes. Parce qu'en fait, c'est eux qui promettent le plus de changements et de restructuration du modèle politique qu'on a en ce moment. Après, faut pas se cacher non plus, les jeunes sont les premiers abstentionnistes. Ouais. Alors déjà, eux, ils sont durs à représenter et selon un sondage Ipsos, 41% des 18-24 ans ne se sont pas exprimés au second tour pendant les présidentielles. J'espère que vous avez voté. Moi, bien sûr. On n'est pas concernés. J'espère que toi, t'es allé. On n'est pas concernés, c'est bon. Mais ouais, il y a beaucoup d'absentéisme. D'abstentionnisme. D'abstentionnisme. Aussi d'abstentéisme. Mais du coup, cette grosse abstention chez les jeunes, elle s'explique par le fait qu'en France, en gros, les jeunes, ils manquent d'attente vis-à-vis du gouvernement. Et en fait, ils adhèrent plus à l'idée selon laquelle il faut faire un effort à son échelle pour pouvoir...
pour que chacun puisse vivre tous ensemble, quoi. Et du coup, si on n'attend rien et qu'on est convaincu que rien va changer, forcément, on n'accorde pas beaucoup d'énergie pour aller manifester ou pour aller voter, quoi. Mais du coup, on peut dire qu'ils ont totalement mis de côté la politique. Ils sont plus concernés, ils s'en foutent. En vrai, pas totalement, parce qu'on va plutôt dire que c'est l'engagement politique qui a muté. Ouais. Par exemple, depuis mai 68, la situation sociale des jeunes, elle a beaucoup changé. On est plus exposé au chômage ou à la pauvreté, et du coup, ça prend beaucoup d'énergie, par exemple, de faire des petits boulots en amont de ses études, ou de trouver du taf juste en sortie d'études, ou de trouver du travail quand t'es pas diplômé. Donc ça laisse moins de temps pour la politique, tout simplement. C'est vrai. On en a parlé d'ailleurs du fait que c'était difficile de trouver un travail il y a quelques temps dans une autre émission. Et c'est vrai qu'aussi la société, elle a changé. On est dans une société très individualiste. Ouais, et les jeunes, ils prennent de la distance en fait avec les formes traditionnelles d'expression politique. Et en fait, ça veut pas dire qu'ils se replient sur eux-mêmes, c'est juste que l'action individuelle, elle a pris la place des manifs et des mobilisations collectives. Et en fait, ils s'engagent en tant que consommateurs, usagers ou citoyens, mais vraiment beaucoup moins en rejoignant des partis politiques ou des assos, quoi. Mais aussi, moi, je trouve que les jeunes, ils ont pas forcément accès aussi à la politique. C'est quelque chose de très bourgeois où on les y emmène pas forcément. Voilà, et c'est un truc que tes parents, ils t'inculquent ou ils t'enseignent, mais si tes parents non plus, si ça les intéresse pas ou quoi, genre je trouve que limite ça devrait être intégré au programme scolaire, que tout le monde parte avec les mêmes éducation bases. civique, mais oui, totalement. parce que moi, par exemple, vous n'avez pas de cours de comment ça s'appelait, sciences politiques? Vous aviez pas ça? Moi c'est à partir de quand je suis allée en première année de droit que j'ai compris comment fonctionnait la France, tu vois, avec et surtout le que les termes d'État, sont très difficiles, l'Assemblée nationale et tout. Mais avant de faire du droit, déjà je m'en foutais, mais j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Je pense aussi qu'il y a plein de gens qui en fait juste c'est pas assez vulgarisé, donc ils y vont pas parce qu'ils disent. C'est pour ça, tu vois, peut-être que Gabriel Attal c'est devenu une des personnalités politiques préférées des Français parce qu'en fait il donne l'accès à la politique via les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut voir finalement ça comme une bonne chose? Je pense que oui en réalité. Après moi je me dis des gens qui donnent accès à la politique par les réseaux sociaux, on a des tas, tu vois. Ouais, mais finalement tu vois c'est quelque chose qu'on n'avait pas avec Macron. Ouais. Oui, mais on n'avait pas ça avant, nous, à l'époque du collège ou du lycée. Moi, personnellement, ça ne m'intéressait pas. Enfin, tu vois, j'avais pas forcément accès à part ça, aller chercher le truc, tu vois. En vrai, c'est bien que ça soit accessible sur les réseaux et tout, mais je trouve que ça soit inculqué à l'école, ça serait tellement plus simple. Mais tellement. Et je pense que ça aurait des incidences sur les votes, sur c'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous demander, vous pensez que ça va changer si justement on change la manière d'accéder à la politique? Bien sûr, moi je pense qu'en fait les jeunes ils s'en foutent pas du tout, au contraire. Mais c'est juste qu'on a l'impression qu'ils sont pas concernés et que t'as l'impression que c'est un truc d'adulte. Totalement. Franchement, à voir. Avec Leïla et Florence, on a décidé de revenir sur le remaniement de notre gouvernement puisque c'était vraiment l'événement politique de ce début d'année. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le président Emmanuel Macron a voulu une nouvelle impulsion pour son gouvernement qu'il a renouvelé. Et sans surprise, ça ne fait pas l'unanimité comme bien souvent dans les décisions politiques. Forcément, les gens sont jamais contents. Alors, les premiers noms du gouvernement de Gabriel Attal ont été annoncés jeudi 11 janvier. Et je vais vous donner quand même la liste des 14 ministres. Ça va être un petit peu long, mais je trouve que c'est important quand même de savoir qui est qui. Alors, on a Gérald Darmanin qui reste le ministre de l'Intérieur. On a Bruno Le Maire qui est le ministre de l'Économie. Éric Dupond-Moretti qui reste le ministre de la Justice. Amélie Oudéa-Castéra qui est ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Marc Fesneau qui est ministre de l'Agriculture. Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Sylvie Retailleau qui est ministre de l'Enseignement supérieur. Prisca Thévenot qui est ministre déléguée chargée du renouveau démocratique. Marie Lebec qui est ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement. Aurore Berger qui est ministre déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, très important. Et bien sûr, là il y a une surprise dans ce remaniement. C'est l'arrivée de Catherine Vautrin qui est la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Et de qui de Rachida Dati, ministre de la Culture. Mais non. Mais celle-là, je m'y attendais tellement. Mais est-ce que vous avez vu les petits pics de Anne Hidalgo? Mais bien sûr. Sur Insta, c'était trop drôle. Non, mais même surtout la vidéo aussi, genre du... Hein? C'est vrai? Et c'est le joke. Non mais j'avoue, même moi quand j'ai entendu ça, j'ai dit mais à quelle heure? Enfin, j'avoue, j'ai pas trop compris. Bon, alors, je me suis dit écoute, il y a plein de choses que je comprends pas sur cette planète après tout. J'ai envie de te dire, mais j'avoue, inattendu. Celle-là est sortie du tiroir. Et du coup, vous l'avez compris, c'est le gouvernement le plus resserré de la 5e République, mais aussi c'est surtout un gouvernement
très orientée à droite, en fait, ce qui a suscité les critiques de la gauche. Ce qui provoque aussi de vives réactions, c'est que certains ministères ont disparu de la scène, comme le ministère de la Transition énergétique ou encore celui de l'Éducation nationale. On peut parler aussi de la disparition du ministère des Logements. Ça, c'est vraiment très étrange, surtout en cette période de grand froid. Et justement, Christophe Robert, vous savez, c'est le délégué général adjoint de la Fondation Abbé Pierre, qui a déclaré ne pas du tout comprendre ce qui se passe sur cette question du logement, qui est juste l'un des sujets les plus préoccupants de notre société, de nos concitoyens. D'ailleurs, on a fait un gros sujet sur ça. On a parlé de l'Abbé Pierre très récemment quand on parlait du grand froid. On le sait, la France traverse une grosse crise du logement qui est bien marquée, mais apparemment, de nouvelles nominations seraient à venir dans ce gouvernement de Gabriel Attal. Florence, est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Parce que c'est intriguant. Ah là là, mais quel mépris de l'idée même du service public. Ce ne sont pas mes mots, mais ce sont ceux de la gauche et des syndicats. En effet, c'est une décision pour le moins surprenante, étant donné que la France traverse, comme tu le disais, une crise du logement gravissime et une vague de froid qui fait des hécatombes chez les sans-abri. Et les réactions sont évidemment très nombreuses, notamment chez les acteurs du secteur qui se retrouvent en fait sans interlocuteur direct. Parmi eux, on a l'Alliance pour le logement qui a écrit le 12 janvier au Premier ministre Gabriel Attal pour être reçu d'urgence. En même temps, ce fameux 12 janvier, un nouveau sans-abri a été retrouvé mort. Ouais, non mais c'est horrible. C'était à Sarcelles dans le Val d'Oise, c'est le 3e depuis le début de la vague de froid en France, parce que oui, l'expression « je meurs de froid » n'en est pas une, c'est une réalité pour certaines personnes. Le groupe La France Insoumise a d'ailleurs porté plainte contre le gouvernement, contre non-assistance à personnes en danger et mise en danger de la vie d'autrui. Et d'ailleurs, il y a aussi des associations qui réclament plus de moyens pour le logement social et l'hébergement d'urgence. En même temps, c'était la promesse du gouvernement. En juillet 2017, Macron, tout juste élu, avait dit ça. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. Et pourtant, selon la dernière étude de l'INSEE, 141 500 personnes sont sans domicile en France. En réponse, 120 000 € ont été engagés pour renforcer le système d'hébergement d'urgence. Une aide, ok, mais une enveloppe qui reste insuffisante et qui devrait que couvrir les besoins des plus urgents, c'est-à-dire accueillir les femmes et les enfants à la rue. Pour le rendre visible, tu as l'association Droit au logement qui se mobilise depuis le 25 décembre dans les beaux quartiers de Paris, dans un camp de fortune qui accueille du coup une vingtaine de sans-abri. Et en plus des sans-abri, si on ajoute par exemple les personnes qui habitent dans des logements insalubres ou encore chez des proches, au final, il y a 4 millions de personnes qui sont mal logées. Et 15 millions si on ajoute ceux qui arrivent à se loger dignement, mais qui derrière ne subviennent plus à leurs besoins. Et dans les logements, en raison des factures d'électricité et de gaz qui flambent, le froid touche aussi plus d'un quart des Français. C'est juste énorme. Est-ce que ça caille ou pas chez vous, les filles ? Caille de ouf. Non, moi j'ai la chance, c'est super bien isolé. Ah ouais, trop cool. Ouais. Non, moi c'est mal isolé, je suis au rez-de-chaussée et en plus j'ai un truc là, tu sais les grippins là, non, super cher en plus. Non, le truc tout électrique là où tu te règles la température dans tout l'appartement. Je comprends rien. J'ai laissé tomber. Dans la chambre, il fait 30 degrés. Dans le salon, il fait 12. Laisse tomber, j'ai lâché l'affaire. Je ferme la porte de la chambre et vas-y, je reste là-bas. Non, moi, je sais aussi que j'ai plein de potes qui juste se limitent parce qu'ils se disent c'est tellement cher. Juste. Et en fait, ils se rendent pas compte, mais le logement, c'est une priorité. C'est même l'obsession des classes moyennes, en fait, dans la mesure où il occupe le premier poste des dépenses contraintes. En fait, les dépenses contraintes, c'est celles qu'on paye au début du mois, tous les mois, parce qu'on n'a pas le choix, on les connaît tous. Et en 2023, le loyer, ça coûte 23% des revenus, contre seulement 9% dans les années 60. Waouh, mais ça a énorme. plus que doublé, là. C'est énorme. Et d'ailleurs, selon Oxfam, les 25% les plus pauvres dépensent 32% de leurs revenus dans leur loyer, contre 14% pour les plus aisés. Ouais, parce qu'en fait, MDR. le poids du logement est 2 fois plus grand si on est parmi les plus pauvres. Les femmes, les étudiants et les personnes isolées sont souvent les plus précarisées du coup. Et c'est une spirale infernale. En gros, avec l'inflation, les nouvelles mesures environnementales et l'augmentation du coût des matériaux, on construit plus trop de neuf. Ça fait que les loyers deviennent hors de prix. Résultat, on observe une concentration du patrimoine qui divise la France en deux. On a du coup la France des proprios et celle des locataires. Et si t'hérites pas, c'est hyper difficile en fait d'acheter un bien parce que c'est plus comme à l'époque où en fait ça se faisait par le mérite, le travail, etc. Aujourd'hui, tu peux avoir un salaire assez sympa et pas y arriver, d'autant plus quand tu es jeune et donc défavorable sur le marché de l'emploi. Vous deux, vous habitez toutes les deux en banlieue, donc est-ce que c'est peut-être pour ces motifs-là aussi, le fait de s'excentrer un peu plus pour se dire comment... Mais bien sûr, je trouve que
loger à Paris dignement, mais c'est hors de prix. C'est pas possible en c'est fait. impossible. En tout cas, moi, c'est pas compatible avec mes revenus, tu vois. Il y a un peu le choix, chambre de bonne ou un appartement. Et franchement, je préfère habiter loin et être dans un espace où je me sens bien. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui peut pas vivre dans une mini pièce ou même manger à l'endroit où je dors, où je travaille. Ça existe pas. Moi, j'avais une obligation, c'était d'avoir un extérieur. Il me fallait au moins un jardin, une terrasse, un truc comme ça. Donc ça dans Paname, c'est impossible. Ouais. Et vous, c'est quoi la distance maximale du travail, enfin le temps de trajet que vous pourriez faire en minutes, une demi-heure. Une demi-heure? Ah ouais, ça va. En voiture. Moi, je me dis 1 heure. Genre 1 heure de transport en commun, grand max. Ouais, mais attends, une demi-heure sans les bouchons. Parce non, qu'au final, ça devient pourrais, 1 heure. En gros, envisager de. Grand max. Ouais. Tu te dirais, vas-y, je peux habiter là, vas-y, je suis à 45 minutes. Okay. Ah ouais, max, toi, t'as une petite tolérance. Ouais, c'est bon, ça va 2 minutes. Les transports, les trafics sur Paris, ça va, tu vois. Mais bon, et pendant ce temps, il y en a d'autres qui en tirent quand même des avantages. Ouais, en fait, il y a 3,5% des ménages qui détiennent au moins 5 appartements et du coup, ils détiennent à eux seuls la moitié du parc locatif. Ah ouais? Ouais, sachant que... Non. En gros, ils détiennent un pourcentage qui fait que c'est la moitié du parc locatif à Paris. Donc du coup, sachant que... J'ai dit, waouh, ça se passe pour elle. Non, sachant qu'à Paris, du coup, il y a un logement sur 5 qui est inoccupé, comme l'indiquait l'atelier parisien d'urbanisme en décembre, et ces apparts vides sont évidemment situés en majorité dans des quartiers du centre, 30% dans le 6e, 36% dans le 7 et 8e, donc des quartiers qui sont très très sophistiqués, et qui n'accueillent que très peu de logements sociaux, et cette spécificité parisienne risque de s'aggraver avec les JO, puisqu'ils pourraient servir d'Airbnb à des touristes, par exemple, au lieu d'aider, pourquoi pas, des personnes dans le besoin. Et ça peut aussi se favoriser avec le télétravail qui rend plus possible la faculté de faire des bi-résidences et du coup d'habiter un coup à Paris, un coup ailleurs. En tout cas, les scénarios démographiques estiment que ça pourrait atteindre 27% en 2040, ce qui rendra l'accès au logement de plus en plus inaccessible, sachant que les prix augmentent 2 fois plus vite que les revenus. C'est absolument pas rassurant. Est-ce que vous voyez vivre à Paris dans le futur ? Ou c'est quelque chose qui vous... Là, ces derniers temps, j'ai pour projet de me rapprocher quand même de Paris. Ouais. Mais je pense que plus tard, vu que j'aimerais bien avoir des enfants et tout, j'aimerais bien les élever. Moi, ça dépendra franchement de ma carrière parce que c'est vrai que ça se passe beaucoup ici. Mais dans l'idéal, je kifferais vivre à l'étranger au soleil, tu vois, en faisant le métier de mes rêves. Donc franchement... Non, mais après, même si c'est pas Paris, l'Île-de-France, je trouve que c'est pas mal. Ouais, mais quand elle dit Paris, tu parles de l'Île-de-France. Non, oui, tu parles de Paris intramuros. Du centre aussi là, mais bah non, alors pas du tout. Pardon, je regarde mon jardin. J'aime bien Paris dans le sens où je me dis que c'est là que ça bouge. Quand t'es jeune, je trouve que c'est vraiment cool d'y être. Après, je sais pas si c'est compatible avec. Ouais, et puis même c'est cool d'y être si t'as le mode de vie associé. Oui, mais ça. Si tu gâches tout dans ton loyer, au bout d'un moment, c'est moins cool. Vaut mieux vivre loin et bien. Et bien, exactement. Et justement, la Flo, tu nous parles de Paris. J'ai des chiffres. Selon les chiffres de l'INSEE qui ont été dévoilés le 28 décembre dernier, donc c'est hyper récent, 12 795 Parisiens ont quitté la capitale entre 2020 et 2021. Et au total, c'est 73 377 personnes qui ont fait ce choix entre 2015 et 2021. Et justement, à cause du prix du logement. Bah, j'en connais. Hein. Ah ouais? Ouais, qui sont à Marseille. Ouais, moi aussi. Il y a même des gens qui prennent le train et qui font les allers-retours tous les jours parce que c'est plus rapide de prendre le train sur une ligne directe, genre ils font Lyon. Des potes de train et c'est pareil, c'est trop Bordeaux, drôle. ouais, c'est vrai. Grave. Mais en tout cas, écoutez, pourquoi pas si ce rythme de vie leur va? Pourquoi pas? Hello à tous ceux qui nous rejoignent. Alors j'ai une petite information. Hier, on était le lundi 15 janvier 2024. Ça a été votre journée, les filles? D'hier? Ouais, lundi. Ça a été ou pas? Ouais, ça va. Je me sens même plus. Un début de semaine classique. Est-ce que vous vous êtes senti mal ou un truc comme ça? Hier, non. Non. J'étais comme aujourd'hui. Comme un lundi, quoi. Rien de spécial. Voilà. Alors, pourquoi je vous demande ça? C'est parce qu'en fait, hier, c'était le Blue Monday, c'est-à-dire, à ce qui paraît, je dis bien à ce qui paraît, le jour le plus déprimant de l'année. Ouais. Alors, ce surnom, il est né en 2005 suite à une campagne publicitaire d'une chaîne anglaise de télé réservée au voyage. Flo, tu vas bien nous expliquer les origines de tout ça après. Franchement, pour moi, c'est un mythe. On peut appeler ça un mythe. Désolée, mais moi, hier, j'allais très très bien. Donc, en fait, meilleure neuf de ma vie, en fait. Non, mais Blue Monday, j'ai pas compris en fait. Déjà, est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle le Blue Monday?
Non. Alors comme je vous ai dit, ça vient du Royaume-Uni et en fait là-bas l'expression to feel blue, ça veut dire être déprimé. Ok. C'est pour ça. Alors comme je vous l'ai dit, le Blue Monday c'est le 3e lundi du mois de janvier et c'est vrai qu'on sort des fêtes de fin d'année, ouais, Ikaï, ouais, on est encore très très loin du printemps, des beaux jours. En vrai, janvier c'est franchement pas le mois le plus gai de l'année. Du coup le Blue Monday c'est censé être le jour le plus déprimant de l'année. On écoute des extraits. Le 3e lundi du mois de janvier, le pire arrive. C'est officiellement le jour le plus déprimant de l'année. Je sais pas ce qui m'arrive, hier tout allait bien et aujourd'hui c'est la déprime totale. Ah bah cherche pas, hein. C'est juste le 3e lundi de janvier. On appelle ça le Blue Monday. Hier ça allait bien, aujourd'hui non. Enfin, bref, pour moi ça c'est aussi un mythe. Alors du coup comme beaucoup de mythes, je trouve que c'est souvent un prétexte parfait pour faire du marketing. Et d'ailleurs il y a beaucoup de médias qui sautent sur l'occasion pour faire du business ou même donner des conseils. Je vais vous donner des exemples. Alors, j'ai lu dans le journal des femmes quelques petits conseils pour lutter contre la déprime du Blue Monday. Manger 5 fruits et légumes par jour. Oh bah. Ok. Plus basique, tu meurs. Se faire un petit moment cocooning, genre un bain avec des bougies, avec un masque sur le visage. C'est vrai que quand t'es en dépression, ça va tout régler. Tu es triste, prends un bain. Prends un bain, mais un masque. Très très bien. Pourquoi pas ? Ça peut être vraiment très cool. Il y a aussi, le journal nous conseille aussi de nous approvisionner en zinc et en magnésium, puisque la vitamine D, c'est vraiment la vitamine dont on manque généralement en cette période d'hiver. Et Ouest France, donc le journal, incitait même à écouter de la musique ou à jouer aux jeux vidéo. Alors moi, je me suis dit, pourquoi pas jouer à Tetris, puisqu'on en parlait la semaine dernière, et apparemment, Tetris a des effets thérapeutiques. Donc bon, pourquoi pas ? En gros, le sujet là, vraiment, c'est de se faire plaisir ce jour-là, mais pas que, parce qu'en vrai, c'est aussi un business pour certaines enseignes. Comme par hasard, hier, Marionneau a offert 32% de réduction sur ses produits. Leclerc a fait une promo sur les fromages à raclette et sur les chocolats. Et pour moi, ça c'est la meilleure. Total a offert 16% de réduction sur le lavage auto. Ah ouais, pas sur l'essence. Ouais, jamais. Les crevards, vraiment les crevards. Du coup, ça me fait un peu penser au Black Friday ce truc, parce qu'en vrai, tout est prétexte à se faire des sous sur le malheur des gens. Alors c'est trop drôle. Vous savez quoi ? J'ai trouvé un spot publicitaire de Jiffy pour lutter contre le Blue Monday. Le Blue Monday, c'est le jour le plus déprimant de l'année. Oui, mais pas chez Jiffy. Notre secret ? 1. On se réveille du bon pied grâce au réveil simulateur d'aube. 2. On se prépare un bon café qu'on consomme sur place ou à emporter. 3. C'est un cauchemar. Prévoyez une belle semaine avec au minimum Ça me déprime. Je te jure que 4. j'avais pas le blues Le du sport, Monday, c'est là bon j'ai le pour le blues. moral. Pratiquez votre activité préférée et évacuez toutes les énergies négatives. C'est Et pour terrifiant. finir, faites-vous plaisir avec un repas bien chaud et réconfortant. C'est On vous l'avait bien horrible. dit, le Blue Monday, ce n'est pas chez Jiffy. Non mais la liste est beaucoup trop longue. Déjà, ça dure charge trop mentale. longtemps. C'est nul, mais d'un nul. Mais c'est vrai, C'est nul. c'est pas possible. C'est horrible. Déjà la voix, La musique, meuf. mais rien ne va en fait. Rien ne va. Donc en fait, ça, depuis 2005, on nous parle du Blue Monday, on nous vend des trucs pour aller bien, tout ça. Mais en vrai, ok, oui, le mois de janvier, c'est horrible, c'est difficile. Mais dans le fond, le Blue Monday, c'est clairement une arnaque, Florence. Mais oui, comme tu l'as dit hier, ça allait comme un lundi, mais basique finalement. Tu vois. Donc oui, il faisait froid, il y avait un cyclone qui ravageait la Réunion, on se remettait du remaniement dont on a parlé tout à l'heure. C'est toujours la guerre, bref, des nouvelles assez déprimantes, mais si on se sentait tristoun hier, c'est pas du tout à cause du Blue Monday, puisque cette fake news ne repose sur rien, nada. En gros, c'est une idée qui a vu le jour en 2005, quand la chaîne de TV britannique Sky Travel a lancé une campagne publicitaire sans fondement pour encourager les gens, donc, victimes de ce lundi apparemment fatal pour le bien-être, à partir en voyage, donc au soleil et de préférence loin. Pour prendre l'avion, j'imagine, et du coup remédier à ce manque de morale. Est-ce que ça a déjà marché sur vous ? Mais pas forcément partir en vacances, prendre des billets ce jour-là, mais aussi peut-être acheter des produits cosmétiques. Ce jour-là, bizarrement, mais je savais même pas que ça carrément, existait. hier, j'ai dépensé 0 €. À part la cantine. Donc... Mais pas du tout, en fait, ça va 2 minutes. Ouais. Mais attends, je sais que pour être crédible, ils ont carrément inventé une formule mathématique. Ouais, un calcul, mais Dinguerie. savant, en fonction de la météo, plus la dette que tu galères à éponger suite à Noël, plus le temps écoulé depuis Noël parce que c'était cool quand même, plus la rupture des bonnes résolutions parce que si tu nous écoutes, tu sais que tu as arrêté C'est de les ça. suivre le 12 janvier. Exactement. Alors après, divisé par le manque de motivation et enfin multiplié par le besoin d'agir. Déjà, c'est
c'est trop. Il y a trop de facteurs. C'est comme Jiffy, Non, on mais a oui, trop, voilà. on en peut plus là. Et en tout cas, tous ces paramètres, ça donnait une équation dont l'auteur est un certain Cliff Arnall. Du coup, c'est un psychologue de l'université de Cardiff. Enfin, pseudo-psychologue, étant donné qu'il a donné que 2-3 cours du soir. Du coup, ce mec, il a mytho sur son titre et sur sa formule, et il le reconnaîtra 5 ans plus tard, ça n'a aucune valeur scientifique. La vérité, c'est qu'il a été rémunéré un peu moins de $2000 par une agence de com pour le faire. Est-ce que vous auriez été capable de... Genre là, on vous dit, tu fais une chronique sur le jour, je sais pas quoi de l'année pour 2000... Alors écoutez-moi bien. C'est demain. Montrez-moi le chèque et le Blue Monday, c'est le jour le plus déprimant. Pas de l'année, de la décennie. T'as capté, voilà. Moi, carrément, je vais te faire un micro-trottoir à Châtelet. Je vais te trouver des gens qui vont Après, témoigner. vous allez être détesté par la profession. Mais après, moi, j'arrête la profession, d'accord? 2000 €. Non, Elle se casse de Paris et elle va faire ses gosses et elle revient plus. C'est ouf. Parce que lui, justement, il a été détesté pendant 5 ans. Tu m'étonnes. Du coup, sans aveu, la communauté scientifique, elle était folle de rage. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, ouais. Parce que l'air de rien, c'est hyper dangereux de véhiculer ce message-là. Déjà, la dépression, c'est bien trop complexe à cerner pour dépendre de ses seules valeurs, genre météo, argent, etc. Et ça signifierait aussi qu'elle serait passagère et que tout le monde pourrait en souffrir, sauf que c'est pas le cas, quoi. Puis, vous inquiétez pas, moi, je me suis demandé si ça pouvait être une prophétie autoréalisatrice. Genre, le fait de savoir que c'était, est-ce que ça mènerait à... Mais en fait, pour la petite parenthèse, non, pas du tout. Il y a des études dans les années 80 qui ont montré que lorsqu'on demande aux gens d'évaluer leur humeur dans la semaine, ça reste inchangé du lundi au jeudi. Il y a que de vendredi à dimanche qu'on trouve ça cool. Ouais. Bah, tu m'étonnes. Lundi, il te reste 7 jours. Mais en vrai, le mercredi, ça va. Ah bah, pour les gens, pas pour apparemment, tout le c'est monde. pareil du lundi au jeudi. Tu te dis, il te reste plus que 2 jours, t'as capté? Je sais pas. Ouais, mais il y a lundi, des gens c'est qui travaillent dégueulasse. le samedi. Ouais, c'est pas faux. Et sinon, surtout, autre point dangereux, c'est le fait que les marques s'en emparent, ça pousse les gens à la consommation en fait. Et du coup, promouvoir le fait qu'un achat peut remonter le moral, alors oui, pourquoi pas, mais pour les gens qui ont des troubles mentaux, c'est un cercle vicieux. Il y a 9 personnes sur 10 du coup qui sont malades et qui dépensent plus pour se soulager que les autres. Et résultat, vient un sentiment de culpabilité, ensuite ça conduit encore à se sentir mal et ensuite à redépenser. Ouais, c'est un cercle et ça vicieux. s'arrête pas. Bon, au moins, il a fini par lâcher le morceau. Attention, il a récidivé. Non, lui, il est fou. Non mais on Lui, il est dirait, fou. on dirait vraiment un gag, mais ensuite Mais il lui, a, il faut faire une série Netflix sur il sa a gueule. annoncé avoir trouvé le jour le plus heureux de l'année. Oh, Mais en ça gros- y est, on souffle. Il a été payé combien? Ça y est, Non, mais 4000. Cette fois, ce serait le 3e vendredi du mois de juin, et cette fois l'enquête est financée par une marque de glace. Mais bon, après il a fait un vrai mea culpa en 2018 dans une interview pour le média The Independent. Il s'est rangé, il est carrément devenu militant et il est allé jusqu'à déposer une pancarte Stop Blue Monday devant l'Office du tourisme des Canaries. Un geste très fort. Bravo. Donc du coup, cette Bravo. histoire, elle montre plein de choses en fait. Elle montre que les gens, ils sont hyper gonflés Mais déjà, t'es- comme mais ce quelle mec là. audace. Que les gens, ils se remettent en question parfois, ça c'est chouette. Que les gens aussi croient en ce qui Ils les arrange. récidivent quand même, les gens qui se remettent en question. Ils se remettent en question, mais pas longtemps. hein. Ouais, bah oui. Mais les gens sont gonflés du coup. Mais après, plus sérieusement, elle a le mérite aussi de mettre en avant la dépression dont souffre 10% de la population. Et ça peut permettre à certaines personnes qui ont du mal à se l'avouer d'avoir un prétexte en fait pour peut-être s'en Oui. intéresser. Bah, d'ailleurs, on va revenir parce que ça, c'est un sujet très important. Le 10 octobre dernier, c'était la journée mondiale de la santé mentale. Et à cette occasion, il y a une étude qui a été menée. Et on a appris dans cette étude que 26% des Français disent avoir souffert de stress, d'anxiété ou de dépression sur les 12 derniers mois. Alors, la dépression, c'est vraiment une maladie réelle. Elle tue puisqu'elle peut aussi conduire au suicide. Et d'ailleurs, à l'échelle mondiale, on estime juste que cette maladie touche environ 5% des adultes. Alors, on va parler aussi de la dépression saisonnière avec toi, Leïla, juste après. 19h44 sur Move en direct de votre hebdo qui décrypte toute l'actu, culture et société sans tabou. On parle avec les filles de l'arnaque du Blue Monday, de l'arnaqueur du Blue Monday. C'est soi-disant le jour le plus déprimant de l'année. Bon, nous, on n'a rien senti. Alors, Flo, toi, tu nous as expliqué en quoi c'était un mythe monté de toutes pièces par le docteur, le psychologue Cliff Arnall à des fins marketing. Par contre, ce qui est vrai, c'est que janvier, c'est dur. Alors, à contrario du Blue Monday, il y a le blues hivernal qui existe. Et le blues hivernal, c'est quoi? Alors, d'après Joss Clappo, donc qui est lui un vrai psychologue et clinicien, alors le blues hivernal, ça se caractérise généralement par un manque d'énergie et une tendance à l'irritabilité, la tristesse et l'apathie. Alors, on va aussi écouter Frédérique Pansérieux. Elle est psychologue et présidente du groupe de prévention au suicide Châlons et alentours. On est constitué d'un environnement auquel on est sensible et nos structures cérébrales y sont sensibles au moyen de l'absorption de la lumière extérieure, même en hiver, par les moyens de la rétine qui va agir sur tous nos neurotransmetteurs et la mélatonine. Donc ensuite,
on peut avoir une baisse d'énergie normale. Alors évidemment, si la baisse d'énergie elle est acceptée, qu'elle est normale, qu'elle reste dans une limite acceptable, on passe un hiver vaille que vaille. Maintenant, sur une personne fragile, avec une disposition plus sensible à ce phénomène, il peut y avoir effectivement une baisse d'énergie conséquente qui va avoir une action sur la vie, un retentissement sur la vie sociale et professionnelle. Là, en fait, elle décrit vraiment le blues hivernal. Attention à pas du tout confondre blues, enfin déprime et dépression, c'est quand même deux choses différentes. C'est différent parce que c'est bien plus grave. Alors, le blues, forcément, ça arrive à tout le monde, surtout après une maladie, une rupture, un divorce, je sais pas, une perte d'emploi, une épreuve de la vie. Mais la vraie différence, du coup, entre la déprime et la dépression, c'est vraiment la durée et l'intensité des symptômes et leur impact sur votre vie perso, pro ou encore amoureuse. Par exemple, si au bout de 6 mois, vous vous sentez toujours aussi mal et que vous avez toujours des symptômes, voire même des idées noires, parce que ça peut arriver, là, à ce moment-là, il faut aller voir un médecin, parce que c'est peut-être une dépression. Et si c'est le cas, à ce moment-là, un traitement psychomédicamenteux peut être nécessaire pour une guérison. Après, je me dis, même en dessous de 6 mois, tu vois, aussi, si tu te sens mal et que tu sens ça que là, persiste. tu vas plus mal que quand juste t'as Carrément. un petit chagrin, quoi. Bien sûr. Ouais, va consulter si t'en as besoin. Bien sûr. Après, tu vois, là, on parle aussi de la saison. Alors, on l'a dit, janvier, c'est horrible, pour en revenir à la dépression saisonnière. Au niveau clinique, ce qui va différencier la dépression classique d'une dépression saisonnière, c'est la saison, c'est la durée des symptômes. En gros, dans la dépression saisonnière, elle revient chaque année et au même moment. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'antidépresseurs ou de suivi psychologique. Il y a en plus une hormone qui joue un rôle dans ça et c'est la mélatonine. Elle en a parlé tout à l'heure. Et cette mélatonine, elle agit dans la régulation de l'humeur, du rythme biologique et du sommeil. D'ailleurs, cette hormone-là, on l'appelle l'hormone du sommeil, puisqu'elle est sécrétée pendant la nuit et sa production, en fait, elle s'arrête dès que votre œil voit la lumière du jour. Dès que ça touche la rétine, ça s'arrête. Et en fait, chez les personnes qui sont atteintes de dépression saisonnière, ça n'existe pas. Il n'y a pas ce blocage, en fait. Ça s'arrête pas. Alors, visiblement, ils manquent de lumière. Est-ce que vous, ça va depuis le début de l'année? Est-ce que la lumière, ça vous manque? Le fait qu'il fasse nuit très tôt, c'est dérangeant? J'ai eu de la chance. Là, j'étais au soleil et c'est vrai que ça m'a fait un bien fou, ça fait du bien. fou. Et c'est vrai que dès que tu rentres, t'es replongé dans le truc. On est d'accord. Ça requinte et bam, oh non, flemme. C'est un truc de ouf. Toi, Leïla, comment ça va? Moi, les premières semaines de 2024, franchement, elles sont pas ouf, niveau moral. Ouais. Déjà, moi, j'étais pas au soleil. C'est vrai. Mais après, je pense aussi que c'est lié à ma fin d'année qui a été assez compliquée. Enfin, en gros, c'est vraiment une période où mes émotions, on va dire qu'elles ont été mises à rude épreuve. Donc là, en fait, tout se calme et je trouve que c'est assez compliqué de se remettre dans le bain et de retrouver un rythme et la vie normale, quoi. Et je trouve que le froid, il arrange rien. Clairement. Mais du coup, est-ce que votre moral, il est influencé par le temps ou les saisons? Bien sûr. Moi, je suis trop une meuf du soleil. Je kiffe l'été, je déteste l'hiver. Mais même les jours d'hiver, genre où il fait soleil, t'es... J'aime pas. Non, j'aime pas le froid. Ah ouais? Vraiment, ça passe pas. Ok. Je compte les jours. Moi aussi, je suis vachement influencée par les saisons, mais je suis trop contente qu'elles existent et je suis contente quand elles sont marquées aussi, parce que je trouve que c'est bien de se dire, ok, là, c'est ce moment-là de l'année, et ça me... Je sais pas, j'ai l'impression que mon corps s'adapte à ça et qu'il a aussi besoin qu'elles existent pour plus profiter de certaines que d'autres. Petite dose, moi, juste ça, mais juste des fois, ça met un rythme aussi dans mon année. Ouais, carrément. Genre, je sais que, par exemple... Non, mais je te jure que je sais que l'hiver... Vas-y, c'est la période où j'ai envie de voir le moins de monde et tout, donc c'est la période où je suis le plus concentrée sur mon taf, tu vois. Ok, d'accord. Ça te où je permet me de te dis, recentrer. je vais développer plein de trucs que j'aime trop, j'ai plein d'idées à ce c'est une moment-là de période de l'année, tu cycle vois. aussi, c'est une fin et un début, donc moi je comprends, je suis pareil. Et du coup, figurez-vous que cette baisse de morale, donc en fonction des saisons, elle est un peu normale, donc ce qu'on disait tout à l'heure. Mais pour certains, en fait, c'est plus grave et ils ont du mal à se remettre d'aplomb. Et on parle de dépression saisonnière, dont tu parlais tout à l'heure, So. Et en fait, elle a un lien avec l'hiver et le fait que ça nous pousse à moins sortir, comme je disais tout à l'heure, ou à moins voir le jour, parce que les journées sont beaucoup plus courtes. Du coup, le soleil et la lumière ont une vraie incidence sur notre cerveau. Ouais, et pas le soleil directement, mais plus la luminosité. Donc en fait, elle est nécessaire à notre vision, mais c'est aussi, elle est nécessaire aussi au règlement de notre horloge biologique. Et en fait, quand elle est en baisse, donc entre novembre et mars, elle a des incidences sur la déprime, parce que en fait, le manque de lumière, il dérègle la production de mélatonine, qui est l'hormone qui donne envie de dormir, comme tu disais tout à l'heure, So. Et en fait, notre corps, il en produit plus quand on manque de lumière, donc ça accentue l'impression de fatigue. Et ça a aussi une incidence sur la production de la sérotonine, qui fait en fait qu'on a du mal à réguler notre humeur.
humeur. Après, scientifiquement, je crois que c'est compliqué de trouver un lien entre luminosité et dépression. Ouais, en fait, dans les années 2000, des études américaines et islandaises ont conclu que le rapport entre lumière et santé mentale, il n'était pas très clair. Donc ça veut dire que le trouble affectif saisonnier, donc la dépression saisonnière, elle est vraiment enracinée dans la psychologie populaire, mais elle est confirmée par aucune donnée objective scientifique. Et c'est pour ça qu'on remet en cause la dépression hivernale, surtout en France. Et par exemple, sur le site infodépression.fr, le gouvernement, il reconnaît que, en gros, des épisodes dépressifs peuvent être saisonniers, mais en fait que c'est quand même assez rare. Et donc en fait je trouve que ce qu'il faut retenir, c'est que d'être déprimé en gros, d'être déprimé en hiver, c'est bien, ça peut arriver quoi, mais ça veut pas dire qu'on déprime à cause de l'hiver. Donc c'est important de savoir que la dépression c'est multifactoriel et qu'il n'y a pas que les saisons à prendre en compte et que ça dans le diagnostic, dans la prise en charge et aussi dans le suivi quoi. Ouais, je vois. Tu vois là, on a beaucoup parlé de soleil, de lumière. Moi j'ai une petite question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la luminothérapie ? En gros, j'ai lu que ça pouvait aider de faire genre une cure. En gros, tu t'exposes au minimum une demi-heure par jour devant une lampe de luminothérapie, de préférence dans les 2 heures après le réveil. Donc, c'est pas n'importe quelle lampe, c'est vraiment cette lampe-là, à cet usage-là. Et apparemment, ça marche. Vous en pensez quoi ? Moi, j'avais fait un podcast pour Louis Médias sur justement la lumière et les effets sur le corps. Et le neuroscientifique que j'avais interviewé me disait que justement, c'est ce qu'il conseillait aux gens qui souffraient de dépression saisonnière et que c'était un vrai moyen, en tout cas, de voir des effets en tout cas sur cette déprime passagère. D'accord. Ouais, en plus apparemment c'est vraiment efficace, mais bon après je trouve que ça faut le dire, ça remplace pas les traitements médicaux, mais ajouter en fait aux traitements médicaux, ça peut être un bon moyen de soigner la dépression et toutes les dépressions, pas que la dépression saisonnière. Shoot out à vous-même, si jamais vous voulez vous soigner, pensez à la luminothérapie, peut-être que ça aide. Allez, il est 19h52, vous écoutez La Pluie et le Beau Temps, l'hebdo qui décrypte l'actu, culture et société. Alors c'est la deuxième partie, et pour cette deuxième partie d'émission, on a voulu revenir sur une maladie qui touche malheureusement une personne menstruée sur 10. C'est une maladie qui a longtemps été ignorée et qui peut parfois être très 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 difficile à vivre au quotidien. Alors je vous parle bien sûr de l'endométriose. C'est une maladie gynécologique inflammatoire qui se définit par la présence d'une muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Alors cette muqueuse, elle ressemble à l'endomètre, et pour vous faire comprendre comment ça marche, en gros, quand tout va bien, quand une fille n'a pas l'endométriose, l'endomètre s'épaissit pendant le cycle menstruel, se détache et s'évacue pendant les règles. Ok, tranquillement. Mais dans le cas d'une fille qui est atteinte d'endométriose, il y a des cellules qui ressemblent à ce fameux endomètre qui se retrouvent en dehors de l'utérus alors qu'elles n'ont rien à faire là. Ça va provoquer des lésions qui vont saigner et laisser des cicatrices fibreuses à chaque cycle menstruel. Du coup, à chaque cycle, la personne atteinte d'endométriose peut subir des douleurs extrêmes. Le plus souvent, les organes concernés par les lésions sont l'utérus, les ovaires, les trompes utérines, les ligaments utérins, les organes digestifs. Et en plus de ça, en plus des règles extrêmement douloureuses, il y a d'autres symptômes comme les douleurs lors des rapports, la fatigue chronique, le syndrome prémenstruel intense et bien sûr l'infertilité. C'est juste horrible pour les femmes qui le vivent. Et du coup, vous devez comprendre que les symptômes diffèrent selon les femmes. Et comme on n'a pas encore bien identifié ces mécanismes, l'endométriose reste aujourd'hui une maladie extrêmement complexe. Beaucoup de personnalités plaident et militent pour la cause, comme la chanteuse Imani, qu'on écoute tout de suite. Bonjour, je m'appelle Imani. Je voudrais vous inciter à venir à la marche contre l'endométriose le samedi 24 mars à la mairie du 15e. Parce que l'endométriose, ça concerne 1 à 2 femmes sur 10 en France, ça fait 2 à 4 millions de femmes. C'est une maladie qui est très peu connue et pourtant elle touche beaucoup de femmes. C'est une maladie qui fait souffrir, c'est des règles handicapantes, invalidantes, qui vous empêchent d'avoir une vie normale. À beaucoup de femmes, on leur a dit que c'était dans leur tête. Et ça, c'est dû au fait que l'errance médicale est de 7 à 9 ans. On ne sait pas, pendant 7 ou 9 ans, on ne sait pas ce que vous avez. Les médecins ne sont pas suffisamment formés. Alors, il y a plein de choses à demander. Il y a plein de choses pour lesquelles on doit se battre. Venez le samedi 24 mars avec toutes les femmes que vous connaissez, même tous les hommes. C'est l'affaire de tous. Il faut donner une voix à ces 4 millions de femmes qui, pour l'instant, n'en ont pas. On écoute également Violette, 18 ans, et Anaëlle, 23 ans, qui décrivent leur douleur avant d'avoir été diagnostiquées. Tout le monde dit que c'est normal, etc. Donc bon, à ce moment-là, j'essayais pas vraiment de me dire que j'avais quelque chose. On me disait, non, c'est normal, tout va bien, c'est pas grave, c'est hormonal, ou bien c'est dans votre tête. Alors bon, dans ma tête, non, pas spécialement. Parfois, je restais des heures et des heures et des heures et des nuits à l'hôpital pour rien au final, parce que je ressortais avec du Doliprane.
Alors nous, si on a voulu en parler aujourd'hui avec les filles, c'est parce que le 8 janvier 2024, la Haute Autorité de Santé, la HAS, a annoncé que certaines femmes pourraient enfin avoir accès à un test salivaire pour diagnostiquer l'endométriose, sachant que parfois un diagnostic peut mettre en moyenne 8 ans avant d'être établi, donc c'est juste énorme, c'est long, et donc c'était une très bonne nouvelle, mais il y a un mais, forcément il y a un mais. Si cette nouvelle a bien été accueillie, en réalité le prix du test et son non-remboursement ont créé des réactions. On parle quand même d'une fourchette approximative de 500 à 1000 euros pour faire le test. C'est horrible. Du coup, l'association Endomide a publié un post sur Instagram. Leïla, ce post, il dit quoi exactement ? Alors, je vous le lis. C'est bon. Alors que ce test est déjà diffusé à travers le monde et fait d'ores et déjà l'objet d'un remboursement en Suisse, le refus de rembourser dès à présent le test salivaire, innovation mondiale qui permettrait à des milliers de femmes d'obtenir enfin des réponses, méprise l'intérêt des patients. Franchement, je suis désolée, mais moi je comprends totalement le désarroi, parce qu'à ce jour, le pire dans tout ça, c'est qu'il n'existe aucun traitement contre l'endométriose. N'est-ce pas, Florence ? Oui, la détection de l'endométriose progresse, youpi, mais pas les traitements pour autant, alors que ça risque d'être problématique étant donné que les demandes de diagnostic et de suivi explosent. Pour l'instant, des études laissent entrevoir 2 nouveaux traitements. On en a un venu d'Écosse sous forme de comprimés pour réduire la douleur. Il est étudié par le docteur Lucy Whittaker et inspiré d'un traitement qui existe déjà pour certaines maladies rares. Et autrement, on a un espoir au Japon qui concerne les inflammations chroniques. En tout cas, les équipes de Ayako Nishimoto Kayuchi sont sur un anticorps, en fait, c'est en cours d'analyse. Ok, mais du coup, la science, elle n'a pas encore de solution satisfaisante. Non, pourtant, la douleur est vraiment insoutenable quand on souffre d'endométriose. Du coup, certaines femmes désespérées consultent en dehors du réseau médical, dans des réseaux alternatifs, et c'est une pratique qui s'avère très douteuse et néfaste. Malgré tout, plus de 80% des femmes ont déjà eu recours à une pratique de soins dites non conventionnelles, telles que la naturopathie, le reiki, du coup, c'est une approche de soins énergétiques, le yoga ou encore la sophrologie qui consiste à changer d'état de conscience. Parfois, elles y vont même sur les conseils d'un médecin. Et en même temps, pendant mes recherches, j'ai observé qu'il suffit vraiment de taper le mot endométriose dans la barre de recherche pour voir à quel point il s'agit d'un business juteux. En fait, c'est hyper easy de tomber sur 1000 produits du style infusion ou bouillotte révolutionnaire. Et pire encore, tu tombes super rapidement sur des charlatans qui proposent des remèdes miracles. Mais oui, il y a plein de trucs. Et moi, j'ai déjà entendu dire qu'il y a des ostéos qui proposent de guérir l'endométriose avec des séances à littéralement 120 €. Non, mais c'est hors de prix. Et à mon sens, on peut différencier 2 approches. On a l'approche médicale, c'est-à-dire tu tombes sur des pseudothérapeutes qui prétendent te soigner via des stages de jeûne, par exemple, parfois en visioconférence et à des prix exorbitants. Ça peut coûter des milliers d'euros. Moi, j'ai vu des témoignages de femmes qui, en fait, ont perdu beaucoup de poids après ça. Donc, c'est juste... T'es tellement désespérée par la douleur que tu te dis, vas-y, je peux mettre tous les sous que je veux pour arrêter d'avoir mal. Je teste tout, tu vois. On me dit, tu vas jeûner, manger des légumes, ok. C'est vrai. Ouais. Puis la douleur est tellement insoutenable qu'en vrai, t'es prêt à tout, tu vois. Ouais, j'ai vu aussi qu'à côté de ça, il y a aussi des cures. À côté des cures, il y a aussi des approches plus spirituelles. Ouais, tout à fait. En fait, elles laissent peut-être moins de séquelles physiques, mais d'autres qui sont tout aussi graves, qui sont psychologiques. Ouais, là, on est face à des gourous qui surfent sur le concept de féminin sacré. Vous voyez ce que c'est ? Ouais. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce concept de développement personnel selon lequel les femmes doivent se reconnecter à leur nature divine. Ça cartonne en France depuis plusieurs années. Voici un exemple de cérémonie, c'est le rituel de l'eau. Pendant toute la procession, le déplacement entre le Wisdom pour aller jusqu'à la rivière, c'était vraiment se reconnecter à la mémoire des femmes. Nous avons eu la chance de boire l'eau de la source d'Isis. Et là aussi, c'était un moment très précieux. Les enfants représentaient aussi cette part d'innocence. L'eau, se reconnecter à la mémoire de la source, mais aussi la source intérieure. Et un temps de chant, de parole, de vraiment se reconnecter à ses profondeurs. Donc voilà, pour soigner l'endométriose, ces gourous expliquent à ces femmes malades qu'elles sont responsables de leur maladie. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un problème avec leur féminité ou qu'elles payent pour une faute commise par un membre de leur famille, type un avortement, voire à cause de leurs ancêtres. Donc voilà, dans ce genre de stage qui est tout à fait aberrant, cette fois il n'est pas question de jeûner, mais pourquoi pas de mettre du sang de tes règles dans une boîte pour l'offrir à la terre. Non mais n'importe quoi. J'ai d'autres infos. La Mivilude, donc c'est la mission interministérielle
ministériel de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, bien sûr, a dénoncé plusieurs de ces stages pour renouer avec son féminin sacré. Bah ouais, et puis ce qui est lunaire, c'est que dans ces stages, la règle, c'est la confidentialité. En fait, il est interdit d'avoir son téléphone, d'en parler, etc. Résultat, ça reste très peu connu et relatif à certains cercles. Mais il y a quelques temps, l'émission de Faustine Bollard, Ça commence aujourd'hui, a été déprogrammée par France 2. Elle recevait Natacha Calestrémé, autrice et spécialiste en développement personnel, qui soutenait ces aberrations du coup sur une grande chaîne. Voilà un extrait. Et il est possible aussi que en vous, il y ait des culpabilités que vous n'expliquez pas. Vrai ou faux ? Oui, complètement. Mais c'est ce qui m'a été dit aussi, que l'endométriose était a priori une maladie d'autosabotage en fait. Et je pense que c'était ce rôle de maman que je ne m'octroyais pas le droit. Ça va au-delà, c'est-à-dire qu'il y a une culpabilité dont vous avez hérité, puisque c'est le sujet de cette émission, c'est le transgénérationnel. Vous avez hérité de cette grand-mère ou arrière-grand-mère qui ont fait des enfants, qui ont perdu des enfants. Et l'endométriose, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est un message en fait de notre corps qui nous dit que avant, il y a eu une souffrance énorme d'une personne qui a associé le mot enfance et mort. Non, mais ça veut dire que si on suit sa logique, c'est que si on a un cancer, on paye aussi pour les gens. Exactement, c'est hyper dangereux. Et ce qui est flippant, c'est que ces discours culpabilisants se démocratisent aussi et prennent de la place dans le corps médical. On peut entendre des gynécologues dire que l'endométriose peut être le refoulement d'un viol. En tout cas, toutes ces théories sont évidemment fausses. Elles servent à maintenir une emprise sur des femmes vulnérables qui s'y accrochent parce qu'au moins elles se sentent écoutées en fait par ces personnes qui sont presque les seules à s'y intéresser. Moi, j'avais une question pour vous les filles. Est-ce que vous avez déjà cru à des pensées New Age, du style féminin sacré ou autre, dans un quart un peu désespéré? Ouais, moi non. Je vois plein de trucs comme ça sur TikTok, genre reconnecte-toi, attends-toi, ou genre à tes ancêtres féminins, etc. Mais ouais, moi je trouve que c'est des conneries. Moi, je trouve ça absurde. Je trouve ça absurde. Après, tu vois, je peux comprendre que des personnes qui soient vraiment en détresse en réalité, tu vois, qui il n'y a pas de traitement, je rappelle quand même, pour cette maladie. Et surtout là, on a quand même mis des exemples qui sont hyper parlants, mais parfois c'est très doux, c'est juste la nature. Ça peut être des choses très très douces. Et puis même, je pense que quand toute ta vie, t'as eu super mal pendant tes règles, et que là, il y a quelqu'un qui te dit, mais moi, je comprends en fait pourquoi t'as mal. Exactement. Sachant que le corps médical, il n'est pas en capacité de t'aider, je peux comprendre que tu sombres un peu dans le truc et que tu dises, ok. Ouais, tu cherches désespérément une solution, tu t'accroches à ce petit truc qui éventuellement va te faire sortir de cette maladie horrible, pour ça ou bien d'autres, tu vois. Mais non, ça va aller de se reconnecter. Ouais, moi je me reconnecte pas, voilà. Je suis pas intéressée. Vous restez connectés, en tout cas il est 20h11, vous écoutez La pluie et le beau temps, l'émission qui décrypte toute l'actu, culture et société. On va continuer à parler de l'endométriose, notamment sa place dans le débat public. Avec Flo et Leïla, on parle de l'endométriose, une maladie chronique et gynécologique qui touche une femme sur 10 en âge de procréer. Comme on l'a vu avec toi Flo tout à l'heure, il n'existe aucun traitement à ce jour malheureusement pour en venir à bout. Du coup, l'annonce d'un test salivaire pour détecter la maladie a été perçue comme une super bonne nouvelle en ce début d'année 2024. Sauf que voilà, des illusions. Le test pourrait ne pas être remboursé, écoutez, juste entre 500 et 1000 euros. Donc ok, on fait des avancées sur la recherche, c'est bien, mais il y a aussi les politiques qui s'en mêlent. Et d'ailleurs, le 12 octobre dernier, le débat sur l'endométriose à l'Assemblée nationale a vite tourné au règlement de compte et aux attaques personnelles. Je vous explique si jamais vous n'avez pas suivi cette affaire. Le Rassemblement national de Marine Le Pen a proposé aux députés de faire de l'endométriose une affection de longue durée qui permettrait aux patientes de bénéficier d'un remboursement total des soins. Alors au début, la proposition du texte a reçu un soutien de la part des Républicains et au final, ça a été retiré au bout de juste 3 heures de discussion puisqu'en fait, le gouvernement et la majorité présidentielle ont toujours prévenu qu'ils s'opposeraient à cette initiative du Rassemblement national. En gros, pour eux, le Rassemblement national tenterait d'utiliser cette maladie pour faire un coup politique alors qu'en vrai, le droit des femmes, en vrai, ça les concerne pas vraiment. On écoute justement la députée Sandrine Rousseau s'offusquer sur les intentions du RN quant au sujet de l'endométriose. Cette proposition de loi est un coup politique sur le dos des femmes. Nous, féministes, nous savons que jamais, nous ne pourrons compter sur vous pour nos droits. Votre seule préoccupation est un agenda politique rance. Une résolution a été votée ici grâce à Clémentine Autain. Il suffisait d'un décret, juste d'un décret, pour que le Rassemblement national ne présente pas cette loi. Il est où le décret? Ces gens ont la stratégie des coucous. Ils prennent nos combats, ils prennent nos luttes, ils prennent nos mots, ils prennent nos auteurs, ils prennent nos autrices avec Simone de Beauvoir. Réveillez-vous!
Merci Sandrine. Alors, c'est vrai, hein, quand on sait que c'est une maladie qui a longtemps été invisibilisée, mais qu'aujourd'hui on entend les politiques s'embrouiller à ce sujet, le Rassemblement national proposer des trucs à l'Assemblée, on peut se poser la question. Leïla, est-ce que tu peux nous expliquer, aux auditeurs comment la mobilisation pour la reconnaissance de l'endométriose a réussi à se faire entendre ? Alors déjà, avant de commencer, est-ce que vous savez quand est-ce qu'on a diagnostiqué l'endométriose pour la première fois ? Moi, je pense que c'est assez récent. Ouais, je dirais 1995. J'allais dire dans les années 70, un peu. Ah, donc toi, un peu plus vieux, mais récent. Ouais. Eh ben non. En fait, c'était en 1860, donc par Kirel Rokitansky, donc c'est un médecin. Et depuis tout ce temps Ouais, donc depuis 164 ans. C'est Et en une gros, blague. donc les antibiotiques n'existaient pas encore et l'anesthésie commençait juste à se développer. Non mais c'est ouf parce qu'en fait on se dit qu'on connaît la maladie depuis autant d'années, mais pourquoi les diagnostics ils sont si longs à poser, les traitements ils sont si durs à élaborer, je comprends pas. En fait, en France, sachant qu'elle touche une femme menstruée sur 10, comme tu l'as dit, donc 2,5 millions de personnes. Et si aujourd'hui, en fait, on en parle plus, c'est grâce aux travaux des assos, des journalistes et aux travaux de recherche de ces 10 dernières années, parce qu'avant, en fait, c'était une maladie vraiment ignorée du grand public. Bah ouais. Et en fait, en 2011, 3 associations qui œuvrent activement pour la reconnaissance de la maladie vont être créées. Donc, c'est Ensemble contre l'endométriose, Lily H contre l'endométriose et Mon endométriose, ma souffrance. D'accord. Et en fait, ces associations, elles ont eu un poids de ouf dans la lutte, et plus particulièrement avec l'organisation d'une marche contre l'endométriose à Paris en 2014. Après, il y a aussi des praticiens qui ont œuvré toute leur carrière pour la détabouisation de cette maladie. Ouais, comme Chrysoula Zakharopoulou. Donc elle, c'est une docteure grecque qui a étudié en Italie. Et donc, sachez que l'Italie, c'est quand même l'un des pays qui est le plus avancé en termes d'endométriose et qui prend le sujet le plus au sérieux. Et en fait, cette femme, elle a fait un peu le tour de l'Europe pour rencontrer des assos et surtout des professionnels de la santé en les invitant à reconnaître l'endométriose comme une vraie pathologie qui a de lourdes conséquences du coup sur la vie des femmes, sur la vie sociale des femmes qui en souffrent. Et c'est comme ça qu'elle a mis en avant les difficultés au quotidien et l'impact sur la productivité au travail. Et c'est aussi une des premières personnes à dénoncer le fait que la maladie, en fait, elle soit sous-diagnostiquée parce que c'est une maladie féminine, et aussi que c'est le tabou des règles qui empêche l'endométriose d'être considérée comme une maladie à part entière. Et c'est aussi cette même femme qui a permis au gouvernement de lancer des campagnes de sensibilisation. Ouais, en 2013, donc Chrysoula Zakharopoulou, je vais réussir à dire son nom d'ici la fin de la chronique. Donc elle a rencontré Najat Vallaud-Belkacem, qui est ministre du droit des femmes à cette époque-là. Ouais. Et cette rencontre, elle permet aux informations de passer du cadre associatif au grand public grâce à l'action politique. Et en fait, cette année 2013, elle va tout changer parce que 47 parlementaires vont soutenir la création et la labellisation de centres dédiés à l'endométriose et en fait une meilleure formation des médecins. Et donc 1 an plus tard, Najat Vallaud-Belkacem, elle va contribuer à faire connaître le sujet avec une vidéo. Et en fait, cette vidéo, elle va être reprise par plus de 34 sources d'actualité. Et en fait, ça donnait ça. Je viens aujourd'hui apporter le soutien total et l'engagement du ministère des Droits des Femmes à leur côté. Je veux dire aux malades et à leurs proches que nous les avons entendus, que nous connaissons les impacts et les enjeux de cette maladie, et qu'avec l'appui de toutes les associations concernées, nous sommes déterminés à mettre en œuvre dans un futur proche des actions de sensibilisation, d'information pour faire progresser la connaissance et la reconnaissance de l'endométriose. Ça, c'est pas mal, mais il y a aussi les réseaux sociaux qui ont contribué à la sensibilisation de la maladie. Ouais, un peu comme dans beaucoup de sujets, en fait, parce qu'en fait, c'est un espace libre d'expression sur lequel chacune peut apporter son témoignage. Et en fait, les associations, elles diffusent aussi leurs informations et les actualités sur la maladie via Internet. Et il y a aussi toutes les people comme la chanteuse Imani qu'on a passée tout à l'heure, l'actrice Laetitia Milo, celle de Plus belle la vie, ou encore Laurie, qui en ont profité pour raconter leur parcours et leur quotidien avec la maladie. Et en fait, tout ça, ça va pousser beaucoup de femmes à se faire diagnostiquer ou juste à connaître la maladie et à conseiller par exemple à leurs amis d'aller consulter si elles savent qu'elles ont des grosses douleurs, etc. Ouais, d'être sensibilisées à ça. Mais attention, parce que même si on en parle de plus en plus et que les recherches avancent, ça pourrait être mieux et on pourrait quand même sensibiliser beaucoup plus sur la maladie. Ouais, en fait aujourd'hui on a un site internet dédié à la maladie, une campagne d'information, un mois de sensibilisation, tout ça soutenu par le ministère de la Santé. Mais en fait pour les associations c'est pas super satisfaisant parce qu'en fait elles estiment qu'il faudrait plus d'heures de formation pour les médecins dans leur programme universitaire et pas uniquement pendant la spécialisation en gynécologie.
Et en fait, parce que l'endométriose, elle peut apparaître au moment de la puberté et c'est un âge où on va pas encore voir de gynécologue et où on est suivi par le médecin de famille, le médecin généraliste. Et en fait, il est censé orienter la patiente afin qu'elle soit diagnostiquée et traitée le plus tôt possible. Mais en fait, le gouvernement, il a une autre priorité pour l'instant, c'est vraiment informer les femmes sur l'existence de cette maladie. Mais vous voyez ça d'un bon œil ou pas ? Parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure en off quand il y avait la musique. À l'époque, on savait pas du tout. Quand nous on était jeunes, quand nous on était au collège ou au lycée, et le gouvernement n'en parlait pas du tout finalement. Ouais. Et c'est vrai que moi je trouve ça bien que ça doit s'étendre au-delà des gynécologues parce que moi par exemple j'ai une amie qui en souffre et qui un jour est allée aux urgences parce qu'elle avait des surfoidres et mal au ventre et elle savait même pas elle-même alors qu'elle l'a. Et c'était aussi à cause de cette chose qui était remontée en fait dans son corps. Donc c'est atroce. Mais il y a parfois plein de les femmes, symptômes sont ailleurs. Il y a plein de filles qui parlent de ça, de cette expérience à l'hôpital où elles sont venues littéralement pour rien. On leur a donné je sais pas un Antalgique ou un Doliprane et après elles sont rentrées chez elles bredouilles, tu vois. Peut-être que même que les médecins généralistes ils sachent répondre autre chose que les règles ça fait mal. Et après t'as une tonne d'examens à passer. Parfois on contredit en disant ah bah non en fait vous avez pas ça. Puis après on vous redit ah si ça doit être ça. Et puis on le disait tout à l'heure mais les symptômes de la maladie sont tellement pas les mêmes pour toutes, c'est ça. Que c'est super long. Donc si on pouvait avancer le processus de diagnostic, et puis même on sait même plus à quel point on a droit d'avoir mal. Parce on sait plus quand c'est normal, on sait plus si c'est de l'endométriose ou si c'est juste des douleurs entre guillemets normales. Et moi j'ai lu que c'était pas normal. C'est pas normal d'avoir mal. C'est pas normal d'avoir mal. Je pense qu'une gêne ça peut arriver. Et ça c'est peut-être naturel puisque ton corps travaille, etc. Mais d'avoir mal. En tout cas pas à ce point. Ça c'est clair. Mais la douleur c'est pas possible. Il faut pas dire moi j'ai une tolérance à la douleur qui est très faible et tout. Non. En fait, tu te l'as mal, tellement tu subis depuis. J'espère qu'ils viendront à bout de cette maladie. En tout cas, qu'ils trouveront un traitement parce que c'est vraiment horrible pour les femmes qui le vivent. Et pour les femmes qui savent pas vers qui se tourner, il existe des associations qui se mobilisent comme EndoFrance par exemple. EndoFrance, c'est la première association de lutte contre l'endométriose qui a été créée en France en 2001 et depuis 2018, elle est agréée par le ministère de la Santé. T'en parlais tout à l'heure, Leïla. Et cette association, comme d'autres, bien sûr, elle milite pour faire connaître cette maladie au monde. On vous en reparlera aussi en mars puisque le 28 mars ce sera la journée mondiale de l'endométriose, une journée dédiée à la prévention et qui permettra de lever le voile sur cette maladie gynécologique trop peu prise en considération par la recherche. Alors pour cette dernière partie, on a voulu revenir sur la 81e cérémonie des Golden Globes qui a eu lieu le 7 janvier dernier, c'était la semaine dernière. Les Golden Globes, pour info, c'est une soirée à Beverly Hills, aux States, qui récompense les films et les séries télévisées américaines de 2023, mais aussi les professionnels qui se sont bien démarqués cette année. Et du coup, la surprise, c'est la victoire du talentueux réalisateur japonais Hayao Miyazaki à l'âge de 83 ans pour le film d'animation Le Garçon et le Héron. Et on va écouter juste Je l'ai vu, c'est incroyable. On va écouter un petit extrait tout de suite de la bande-annonce. C'est toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Sauve-toi, Maito! Dans mon monde, il reste tant de choses à faire. Maman! Maito, accepterais-tu de continuer mon œuvre? Leïla, t'as kiffé? C'est quoi l'histoire? En gros, c'est un petit garçon qui déménage chez la nouvelle meuf de son daron. Et en gros, elle disparaît et il essaie de la retrouver, en gros. Ces œuvres, elles sont toujours super émouvantes. Ah oui, et il y a un héron dans l'histoire. Le garçon et le héron. Et justement, c'est le premier film dans une langue autre que l'anglais qui a remporté le prix du meilleur long métrage d'animation. Et c'est d'autant plus une grande surprise parce que c'est le premier Golden Globes de la longue carrière de Miyazaki. Il a 83 ans. Allô, il est là depuis je sais pas combien de temps. C'est juste un des réalisateurs les plus connus et les plus talentueux du Japon. Il a bien fait de pas prendre sa retraite. Déjà de une, mais de deux, ça prouve que tout s'arrête pas à 30-40 ans. Bien sûr, ça c'est un message d'espoir bien vu. Alors peut-être, on l'espère. Vous qui nous écoutez à 60 ans. Il reste encore 20 ans. Vous avez encore beaucoup de choses. Encore du chemin. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme dirait de grands philosophes Magic System. Alors peut-être qu'avec ce Golden Globes, on peut espérer aussi un nouvel Oscar en mars prochain. Alors déjà en 2001, il avait reçu un Oscar pour le film Le Voyage de Chihiro. Et c'est aussi en 2014 qu'il a reçu l'Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière après Akira Kurosawa. Alors du haut de ses 83 ans, Hayao Miyazaki, c'est juste le boss des films d'animation avec sa mise en scène poétique et des thématiques universelles comme la nature. Et tu nous en parleras bien après, Flo. Et il
est l'un des artistes les plus respectés du monde du cinéma et de l'animation. Alors, de base, c'est vrai que son œuvre, elle est quand même réservée à un public japonais, mais ses films comme Le Voyage de Chihiro, encore le très célèbre film Le Château ambulant, ont dépassé le million d'entrées dans les salles de cinéma. Et ce qui est marrant avec lui, c'est qu'il a souvent dit qu'il prendrait sa retraite, et au final, il revient toujours. Alors c'est ça, être un artiste passionné, je pense. Alors parmi ses œuvres du studio Ghibli, il y en a tellement, je vais juste vous en donner quelques-unes parce qu'en vrai il y a 40 ans de carrière. Alors on retrouve le conte de la princesse Kaguya, la tortue rouge, le château ambulant et plus récemment en 2020 Aya et la sorcière. C'est intéressant parce que en fait Miyazaki lui il met souvent à l'honneur des héroïnes féminines, mais dans son œuvre ce qui est bien c'est que les héroïnes elles changent, elles s'éloignent des clichés des films d'enfants un peu gnangnan. Leïla, on va en parler. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que ces héroïnes sont différentes des autres films d'animation ? Déjà parce que dans les films d'animation, on retrouve souvent des personnages féminins quand même assez caricaturés, tu vois, mais pour les films de Miyazaki, c'est vraiment pas le cas et c'est un des réalisateurs qui met le plus en avant les femmes. Et dans la majorité de ses films, on suit les péripéties d'une héroïne et pas d'un héros. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'elle s'éloigne des clichés véhiculés par d'autres studios comme Disney par exemple. Et mes préférés à moi, c'est San, donc dans La Princesse Mononoke. Et c'est une guerrière super courageuse qui est un peu prête à tout pour protéger les siens et la nature. Chihiro dans Le Voyage de Chihiro dont tu parlais tout à l'heure. Donc elle, c'est une petite fille peureuse et pleurnicharde, un peu moi quand j'étais petite, qui va apprendre à affronter ses peurs. Et Ponyo, donc de Ponyo sur la falaise, c'est un personnage trop mimi qui est mi-bébé, mi-poisson. Et en fait, elle va explorer le monde des humains alors que son père l'a interdit de le faire et tout. Et en fait, rien qu'avec ces trois personnages, je trouve qu'on voit la diversité. Juste, il a des idées différentes et il montre plein de meufs différentes à des âges différents, c'est trop cool. C'est vrai que ça change. Et d'ailleurs, en 2013, Hayao Miyazaki, il a déclaré dans The Guardian, beaucoup de mes films comportent des personnages féminins forts, des filles courageuses et indépendantes qui n'hésitent pas une seule seconde à se battre avec tout leur cœur pour les causes auxquelles elles croient. Elles auront peut-être besoin d'un ami ou d'un soutien, mais en aucun cas d'un sauveur. Les femmes peuvent aussi être héroïques que les hommes. On l'aime, oui. On l'aime. Et si en gros dans toutes les princesses Disney, enfin tous les films Disney de princesses ont une femme en personnage principal, en fait elle devra obligatoirement être accompagnée d'un homme pour accomplir sa destinée. Alors qu'en fait dans les films de Miyazaki, les hommes ont souvent des rôles secondaires ou même s'ils ont un rôle important, c'est un rôle de soutien et d'aidant. Et même dans cette inversion du rapport de force, on pourrait s'attendre à ce que les personnages féminins ils soient un peu durs, un peu tyranniques. Enfin, tu vois, tout ce qu'on... Des fois, on représente la femme masculine, entre guillemets, mais avec des traits super négatifs, en gros. Et lui, il fait en sorte qu'elles gardent quand même leur douceur, leur pacifisme, leur tolérance, etc. En même temps, elles sont modernes. Il n'y en a pas beaucoup qui ont les cheveux courts, je crois, non ? Ouais. C'est vrai. Non, mais il a raison de faire ça. Et il y a aussi un autre truc qui distingue les studios Ghibli des autres studios d'animation. En vrai, c'est la manière dont ils représentent les méchantes. Ça, c'est hyper intéressant. En fait, le cliché de la méchante sorcière qui veut du mal à la gentille et belle princesse, c'est vraiment pas chez eux. Et en fait, ils sont pas du tout dans l'opposition jeunesse-vieillesse, gentillesse, méchanceté, beauté, laideur. Et du coup, en fait, les antagonistes, elles sont plus complexes et plus subtiles. Par exemple, dans Princesse Mononoke, oui, je vais continuer d'en parler, on a Dame Eboshi, donc c'est l'ennemi de San. Et en fait, c'est la chef d'un peuple de lépreux qu'elle a recueilli et qui construisent des armes. Et en fait, en gros, sa fidélité et sa protection, elles font qu'elle a une grande haine envers San et envers le peuple de la forêt. Alors que, si tu regardes, non, juste, elles ont le même combat, elles vont juste défendre toutes les deux les leurs. Et elles s'en rendent compte à la fin, en plus. Du coup, il n'y a pas de vrai méchant, en fait. Oui, parce que dans tous les cas, tout dépend où tu te positionnes, mais tu arrives à comprendre les deux, un peu comme dans la vie, tu vois. Des fois, t'as deux versions d'une histoire, et puis quand tu te mets d'un côté... Disney, t'es méchante, et tu restes méchante. Ouais, et souvent, t'es méchante parce que tu veux être plus belle que le personnage principal. C'est jamais je vais être plus intelligente qu'elle, c'est non, faut que je sois plus belle. Donc en fait, si je comprends bien, les héroïnes des films de Miyazaki, c'est des femmes déterminées, intelligentes, mais elles sont pas particulièrement belles comme dans la plupart des films d'animation, comme les princesses de Disney. Genre. Ouais, elles portent souvent des vêtements couvrants, larges, donc du coup on voit pas les formes. Leurs cheveux ils sont pas particulièrement longs et flamboyants, et du coup on se limite pas à leur physique. En fait, c'est leur personnalité qui est toujours mise en avant, comme pour découvrir qui elles sont vraiment et leur but aussi.
Et même au niveau du caractère, je trouve qu'elles n'ont pas besoin d'être fortes pour être mises en avant. La preuve avec Chihiro qui a peur de tout, qui chiale tout le temps, mais qui réussit quand même à avoir le courage de sauver ses parents. Et c'est ça qui, je trouve, les ancre dans la vraie vie et qui permet une identification vraiment universelle. Et ça prouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'être extraordinaire aussi pour faire de grandes choses. Quoi. Grave. En vrai, je pense que je préfère ce modèle. Même si c'est vrai qu'on a grandi avec le modèle Disney, les princesses, les ci, les là, tu vois. En réalité, c'est beaucoup plus réaliste. Bien sûr. Ouais, c'est réaliste et je trouve que c'est plus encourageant et ça montre aussi aux petites filles et aux petits garçons qu'on s'en sort pas parce qu'on se marie. C'est ça, qu'on n'a pas besoin d'un homme. Et qu'on a mis l'enfant, tu vois. C'est ça. C'est justement pas ça, le fait que ce soit plus réaliste, moi ça fait que quand j'étais petite, j'étais pas... Ça te faisait pas rêver. Pas transcendant, quoi. Et là, je m'en veux parce que j'ai tout raté, tu vois. Il n'est jamais trop tard comme Miyazaki. Moi, j'ai toujours regardé les deux. J'étais très princesse en mode c'est trop bien, les talons et tout. Mais j'étais aussi trop les films de Miyazaki. Moi j'étais très Disney, encore aujourd'hui, même si je suis une grande fille. Mais tu vois, j'aurais plus de plaisir à regarder, je pense, un film comme ça parce qu'aujourd'hui je suis éveillée, je suis une adulte. Après, je suis même pas sûre que ça soit forcément qu'à destination des enfants. Tu vois. Moi je pense que c'est aussi pour les adultes. Et moi, la plupart des gens qui m'en parlent, c'est mes potes de mon âge, tu vois. Et même moi, je me souviens d'être allée voir Le Château ambulant, j'étais petite, mais d'être sortie traumatisée de cette séance cinéma. Moi je suis pas sûre que ce soit que pour les gosses. La vieille dame là. Elle m'a traumatisée, même Le Château il me faisait peur. Il n'y avait pas même un œuf qui sortait d'une poêle. On vous parle du talentueux réalisateur Miyazaki qui a décroché pour la première fois de sa carrière et à l'âge de 83 ans. N'est-ce pas ? Son premier Golden Globes pour le film d'animation Le Garçon et le Héron. Comme on l'a dit depuis le début de notre sujet, Hayao Miyazaki, c'est vraiment un génie. C'est le cofondateur des studios Ghibli avec Isao Takahata et qui, après presque 40 ans de travail, est considéré comme l'un des cinéastes de films d'animation les plus accomplis. On le compare souvent à Walt Disney parce que ces films s'adressent aux enfants, aux adolescents, mais pas que, parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Et aussi, grâce à son succès mondial, son œuvre est quand même reconnaissable entre mille, puisque la nature est un thème qui revient souvent. On écoute l'extrait d'une interview où il explique d'où il puise son inspiration. J'ai besoin de me balader. Dans ce parc-là ou dans un autre. C'est vital pour ma créativité. J'ai besoin de voir des paysages. Le problème, c'est que lorsque je commence à travailler, je suis enfermé. Et lorsque je suis enfermé, je n'arrive plus à être créatif. À ce moment-là, pour faire surgir des images, je dois m'en remettre à mon inconscient. C'est un artiste. Lui, il a besoin, un poète. Il a besoin d'être inspiré par la nature, par les paysages. Du coup, Flo, si j'ai bien compris, son œuvre, c'est un peu une ode à la nature. Mais oui, moi déjà, comme je disais, je suis trop navrée de ne pas avoir pris le temps d'apprécier l'œuvre de Miyazaki. J'en ai vu très peu. Alors après, c'est pas trop tard. Hein. Bah oui. Oui, mais bon, tu sais, t'as un peu la flemme, t'as trop de choses à rattraper. Moi, j'ai plein de classiques là. Mais bon, en tout cas, mes potes me tannent et je suis sûre que c'est ma cam. Mais en tout cas, l'image que j'en ai, c'est vraiment cette ode à la nature. Et pour comprendre sa fascination pour les forêts luxuriantes et la pluie, il faut un peu de contexte. Donc lui, il est né en 1941 et c'est en 1978 qu'il réalise sa première série TV en tant que réalisateur. Ça s'appelle Conan, le fils du futur et ça aborde déjà la question environnementale. Mais c'est surtout au centre du fameux Nausicaa de la vallée du vent, son premier vrai long métrage sorti en 84. Et en fait, ça fait référence à la catastrophe de la baie de Minamata dans les années 50, donc très très peu de temps après sa naissance. C'est une catastrophe durant laquelle les habitants de la baie ont été touchés par une grave intoxication au mercure. Et lui, il a vraiment été marqué par la manière dont cette nature s'est en quelque sorte purifiée toute seule. Et depuis, dans tous ces films, quel que soit leur thème, leur époque, leur contexte, et en fait, tous les décors contiennent à un moment ou à un autre une séquence de pure nature. Est-ce que vous aimez cette esthétique, vous J'aime trop. Moi, je trouve ça trop beau. Et même quand tu regardes un peu les films, il laisse des fois de la place où juste t'as des plans de vent ou de mer super déchaînée et tout. Et je trouve que ça, déjà, c'est trop beau. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est immense. Ça... Genre, c'est nous qui vivons. Enfin, la Terre, c'est pas nous, quoi. Dans tous les cas, lui, il s'inspire de paysages réels, tu vois. Moi, personnellement, je trouve ça magnifique. Et c'est vrai que ça peut paraître purement esthétique, mais en réalité, c'est hautement symbolique. Ouais, c'est clairement politique. Et si les Japonais parlent davantage d'écologie dans leurs œuvres que les Occidentaux, c'est pour plusieurs explications. D'une part, c'est lié au fait qu'au Japon, les gens ont une conscience forte de la puissance de la nature à cause des typhons, des séismes. Il y a aussi la culture apocalyptique qui a été accentuée par les expériences de bombes nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki. D'ailleurs, après la catastrophe de Fukushima, son engagement militant s'est intensifié avec des prises de parole hostiles à l'énergie nucléaire.
Et d'autre part, on a aussi l'influence du shintoïsme. Du coup, c'est la religion polythéiste majoritaire là-bas, qui est issue de croyances chamaniques du Japon ancien et qui prône le fait que toute chose a une âme au sein de la nature. Du coup, résultat, pour certains, il faudrait pas parler de Miyazaki comme d'un écologiste, mais de quelqu'un qui voudrait laisser respirer la nature. En fait, c'est plus subtil que ça. Ce serait un environnementaliste. Et du coup, dont l'approche est de montrer les écosystèmes. Donc en fait, il y a une idée d'harmonie entre les hommes et la nature et le fait qu'il faille cohabiter ensemble. Ouais, exactement. Il montre la nature comme un refuge pour se protéger du monde extérieur. C'est la cabane au cœur de la forêt dans Kiki la petite sorcière, par exemple, ou encore la maison dans la prairie dans le château ambulant. Et pour lui, c'est l'homme qui a créé le déséquilibre. C'est pour ça qu'il accorde une place très limitée à la technologie. Par exemple, dans Princesse Mononoke, ton préf, qui date du coup de 97, il est question d'une forêt dévastée par les activités humaines et elle, au lieu d'essayer de dominer cette nature, elle la préserve un peu en négociant quoi. Donc, Et pourtant, ses œuvres, elles sont pas utopiques. Ah non, il n'hésite pas à montrer même plutôt du pessimisme, comme dans Pogno sur la falaise réalisé en 2008. Donc là, il y dénonce le traitement des déchets quand le personnage principal, du coup poisson, visage humain, un peu la petite sirène de Miyazaki, doit se frayer un chemin parmi eux pour s'échapper d'un filet de pêche. Aussi, il dénonce le chalutage, donc c'est une technique utilisée par les pêcheurs qui traînent les animaux dans les fonds marins jusqu'au rivage avec des dégâts directs sur les écosystèmes. Et ça, ce sont des contes qui sont censés être pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il a été vachement précurseur en montrant des figures jeunes pour incarner ses messages. Bah ouais, justement, à mes yeux, c'est peut-être pour ça que ça résonne autant dans notre génération. Aujourd'hui, notre compréhension de son œuvre, elle est beaucoup plus urgente encore avec les différents problèmes environnementaux comme le réchauffement climatique. Et je vais faire un petit pas de côté parce que je trouvais ça intéressant, mais pendant mes recherches, j'ai remarqué que finalement, ce genre de message politique apparaît dans une grande partie de l'animation japonaise et des mangas, en fait. Ouais. Faut savoir qu'en France, 1 livre sur 7 vendu est un manga et on est le 2e plus grand consommateur de cet art derrière le Japon. Est-ce que vous êtes des adeptes, vous lisez des mangas ou vous regardez des animés? Moi, à part Sakura... Moi, j'ai lu une série de mangas. Ouais, pas tant que ça. Moi, j'ai lu Nana. D'ailleurs, je vous conseille de lire Nana. Mais moi, j'ai vu Nana, c'était trop bien. Mais il faut lire Nana. Ah ouais, je te jure que c'est pas pareil. Mais tu sais que t'en parles parce que j'ai rien regardé à part ça. Mais tu sais que ce manga, il m'a fait. J'étais genre en 4e quand je l'ai lu. Ouais. Il m'a fait faire une dépression. Genre carrément le nom de mon premier enfant, je l'ai tiré de ce manga. Comme quoi, le message passe. Voilà. Et quand mon personnage préféré, est mort, j'ai fait une dépression. Ma mère, j'ai fait une dépression. J'étais en 4e, donc je me suis mise dans mon lit pendant 4 jours à pleurer. Ma mère, elle est venue me voir, elle m'a dit ma chérie, il faut s'étoffer, d'accord? Donc oui, ton personnage préféré, il est mort. Mais je pense que t'es encore en vie, tu vois. Je connais par contre des gens qui kiffent Naruto et One Piece parce que il y a des vrais messages derrière. Mais c'est hyper, en tout cas, populaire le manga et cette popularité s'est imposée en dépit des tenants de la culture bourgeoise qui décrivaient les animés japonais comme violents, bruyants, simplets, alors que le genre du manga est très riche et suscite de puissantes émotions, pas uniquement négatives en plus. Tout ça pour dire que pour les partisans de l'écologie radicale, puiser dans ces fictions est un axe enthousiasmant pour parler au plus grand nombre en fait, et même aux très jeunes de ces problématiques environnementales. Alors montrez les films de Miyazaki à vos enfants ou rattrapez-les comme moi si vous êtes à la traîne. Il n'est jamais trop tard. On peut même avoir un Golden Globes à 83 piges. Exactement. Flo, tu parlais des mangas et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais ils ont vraiment une puissance qui n'existe pas dans d'autres médias culturels. Il y a beaucoup de messages qui passent à travers eux. Je le disais tout à l'heure, notamment dans One Piece ou dans Naruto, qui sont les plus célèbres. Mais tu vois, ce que tu disais, Leïla, c'est la preuve que finalement, t'as l'impression de lire un simple truc, mais en réalité, ça travaille ta conscience, ça travaille ton imagination. Final, c'est aussi noble que lire n'importe quel livre, au final, tu vois. Bien sûr, mais c'est pas pour rien que les mangas, ça cartonne dans le monde entier, tu vois. Et ceci est une parfaite transition pour vous rappeler que demain, dès 19h, vous pouvez retrouver Yata, le magazine dédié au manga sur Move. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, parce qu'on vous laisse... C'est 20h49, 20h50. L'émission est déjà terminée. Si vous avez kiffé l'émission, en attendant qu'on revienne mardi prochain, vous pouvez nous écouter en podcast sur le site et l'application Radio France. Ça change pas. Vous pouvez aussi nous regarder sur la 2e chaîne de Move sur YouTube. On se retrouve mardi prochain sur Move à partir de 19h pour une nouvelle émission So Sweet, So Chill.